Donc ils voient ça comme une énergie quand même un peu inquiétante ou dangereuse. Mais quand on leur demande ce qu'ils aiment, c'est d'abord la question de l'indépendance énergétique, de la sécurité d'approvisionnement. Donc c'est à la fois une énergie qui est perçue comme un peu dangereuse, mais qui rassure. Il y a un paradoxe sur l'énergie nucléaire. Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. La question énergétique est revenue sur le devant de la scène à la faveur des derniers événements et l'énergie nucléaire semble en tout cas revenue en grâce auprès de l'exécutif et faire enfin l'objet de projets pour l'avenir. Alors pour parler de cette énergie très particulière qui ne laisse personne indifférent, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Faudon. Valérie Faudon, bonjour. Merci beaucoup et bonjour, merci pour votre invitation. Bonjour Valérie, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors, diplômée d'école polytechnique, les ponts et chaussées, l'IEP de Paris, donc Sciences Po, Stanford. Vous enseignez encore à Sciences Po aux heures perdues et vous êtes déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire, la SFEN, et vice-présidente de la European Nuclear Society. Alors, ma première question serait sur cette remise au goût du jour, en quelque sorte, de l'énergie nucléaire, qui était, en tout cas en France, une énergie très souvent décriée. En quelques mois, en fait, on est passé d'une technologie honnie, peut-être un peu honteuse, à laquelle il faudrait absolument renoncer, à une ressource indispensable pour notre société. Comment expliquez-vous ce changement ? En effet, alors les opinions favorables en faveur de l'énergie nucléaire n'ont jamais été aussi hautes maintenant depuis les années 80-90. Donc, on a des sondages ? Absolument, il y a des baromètres qui sont faits avec le CSA par EDF tous les ans. Donc en effet, il y a un nouvel amour pour le nucléaire, enfin dirons une opinion positive. Pas aussi haute que les renouvelables. Les Français aiment beaucoup les renouvelables, en particulier l'énergie solaire. Alors comment on l'interprète ? Pour deux raisons. La première, c'est que les Français sont de plus en plus convaincus qu'on va avoir besoin de beaucoup d'électricité. En particulier, on parle beaucoup de passer à la voiture électrique. Donc, il y a le sentiment qu'on va avoir besoin de beaucoup d'électricité. Et puis, le deuxième point, c'est la conviction que les énergies renouvelables ne seront pas suffisantes pour satisfaire tous nos besoins d'électricité. Voilà. Donc les Français, en fait, ils aspirent à un mix nucléaire renouvelable. Est-ce que les Français, d'ailleurs, n'ont pas la tendance à opposer l'un et l'autre, penser que c'est soit le nucléaire, soit le renouvelable, au lieu d'une combinaison ? Pas vraiment, on ne le voit pas vraiment dans les études. Alors quand on demande qu'ils n'aiment pas dans l'énergie nucléaire, le point numéro 1 qu'ils n'aiment pas, c'est les déchets nucléaires, donc ont vraiment mauvaise réputation. En deux, mais quand même relativement loin derrière les questions de sûreté. Donc ils voient ça comme une énergie quand même un peu inquiétante ou dangereuse. Mais quand on leur demande ce qu'ils aiment, c'est d'abord la question de l'indépendance énergétique, de la sécurité d'approvisionnement. Donc c'est à la fois une énergie qui est perçue comme un peu dangereuse, mais qui rassure. Il y a un paradoxe sur l'énergie nucléaire, c'est qu'elle inquiète et elle rassure en même temps. Alors, si cette technologie inquiète, c'est peut-être parce qu'elle est mystérieuse, elle est peut-être mal connue des Français. Est-ce qu'on peut essayer ici de faire œuvre de pédagogie et expliquer de façon très simple ce que c'est que cette énergie nucléaire, cette technologie de fission nucléaire qui produit notre énergie ? Oui, alors bien sûr, ce sont des machines à vapeur dans lesquelles la chaleur, donc on chauffe de l'eau. Voilà, on chauffe de l'eau. Machine à vapeur. C'est une machine à vapeur. Voilà, on chauffe de l'eau qui devient de la vapeur et cette vapeur fait tourner une turbine qui fait tourner un alternateur et qui fait de l'électricité. En revanche, pour faire cette chaleur, on ne brûle pas du charbon, du gaz. C'est la fission nucléaire. En fait, c'est un atome, l'uranium 235, qui se coupe en deux et en se coupant en deux, il libère de l'énergie. Voilà. Alors, un des points qui est extrêmement important, c'est qu'on parlait de ce renouveau d'attention pour l'industrie nucléaire et pour l'énergie nucléaire de manière générale. Et ça se fait alors que les Français ne savent pas, la moitié d'entre eux ne savent pas que le nucléaire n'émet pas
ou très peu de gaz à effet de serre. Donc le nucléaire est bon pour le climat. Donc on se dit, oh là là, si ça savait. Voilà, donc il y a la réaction de fission que je vous ai décrite. Ce n'est pas une réaction justement où on brûle des chaînes carbonées, hein, de pétrole, de gaz ou de charbon. On ne brûle pas du carbone. Donc dans la réaction de fission, il n'y a pas de génération de ce fameux CO2 ou même de méthane, enfin c'est les fameux gaz à effet de serre. Voilà. Donc dans le fonctionnement, alors il y a un peu d'émissions de CO2 quand on construit la centrale nucléaire, mais d'un côté elle fonctionne de très nombreuses années, quand on transporte le combustible, etc. Mais c'est très peu. Donc l'énergie nucléaire est classifiée par les experts internationaux du climat, vous savez le groupe du GIEC, comme une des énergies les meilleures pour le climat, parce qu'elle émet très peu de gaz à effet de serre. Ça, c'est un élément absolument fondamental. Est-ce qu'on peut récapituler le nombre de grammes de CO2 par kilowattheure produit pour les différentes énergies? C'est évidemment essentiel pour le débat, en tenant en compte, bien sûr, de l'intégralité du cycle de vie de ces énergies. Le démantèlement de la centrale en fait partie. Il faut une moyenne mondiale. Oui. Alors évidemment, ça dépend d'un pays à l'autre. En France, on dit traditionnellement, enfin, c'est ce que dit l'ADEME, c'est qu'on est plutôt à 6 grammes, donc moitié moins. Pourquoi? C'est parce que l'énergie qu'on utilise est de toute façon bonne, donc elle est moins chère. Exactement. En fait, la phase d'enrichissement de l'uranium, elle est moins sale. On utilise l'électricité qui est bas carbone, qui est l'électricité française. Donc en fait, on émet moins de CO2. Mais là, on est en train encore de faire de nouvelles études, donc là, de nouveaux chiffres qui vont sortir bientôt, qui sont très. Et le charbon, on est quoi? 400, plus de 400? Ah oui, on est plutôt aux alentours de 900 à 1000. Voilà. Ah oui, 900 à 1000. On veut dire, on passe de 10 à 1000. Voilà. Alors, et le gaz, c'est entre 450 et 500. Voilà, c'est ça, c'était le gaz. Et alors, l'éolien et le solaire. Alors, l'éolien est à peu près au même niveau que le nucléaire, c'est-à-dire à quelques dizaines de grammes. Oui. Donc, c'est vraiment bas carbone. Le solaire, un peu plus, c'est 45, mais ça reste quand même très peu, comparé au charbon qui est à 1000. Alors, pourquoi le solaire? C'est parce qu'en fait, ça lié à la fabrication des panneaux solaires, qui est faite, comme on dit souvent en Chine, qui est un pays qui a une électricité à base de charbon. Comme une différence fondamentale, c'est le caractère pilotable, évidemment, du nucléaire, par exemple, ou d'ailleurs de l'hydraulique, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. L'hydraulique, voilà. Donc, par rapport à l'éolien aussi. Absolument. Donc, traditionnellement, le système électrique, il repose sur des moyens de production pilotables. Donc, on a parlé du charbon, du gaz. Pilotable, vraiment, pour expliquer, c'est on peut l'arrêter à volonté et le remettre, etc. Et on ne dépend pas des conditions atmosphériques. Alors, bon, c'est vrai que pour les barrages, il vaut mieux avoir de l'eau dans le barrage au moment où on fait marcher, mais bon, voilà. Et donc, traditionnellement, les systèmes électriques, comme on ne sait pas stocker l'électricité, à tout moment, le gestionnaire du réseau électrique doit équilibrer entre la demande d'électricité qui varie tout au cours de la journée. Typiquement, quand on se lève le matin, tout le monde allume ses appareils en même temps. Quand la nuit tombe, tout le monde allume aussi ses lumières en même temps. Par contre, la nuit, on consomme tous moins. Donc, la consommation varie tout au long de la journée et le gestionnaire de réseau électrique, il doit s'assurer qu'il y a suffisamment de moyens de production pour satisfaire cette demande à tout moment. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir une part significative de moyens pilotables, où on leur dit là j'ai besoin de toi, là j'ai pas besoin de toi, tu baisses ou tu augmentes. Voilà. Donc c'est vrai qu'avec la croissance, avec les enjeux de décarbonation, on va avoir sur le réseau une part de plus en plus importante d'énergie renouvelable, solaire, éolienne, qui elles ne sont pas pilotables, donc on a besoin de garder des socles très importants de moyens pilotables, mais bas carbone. Donc on ne pourra plus utiliser ni le charbon ni le gaz, donc on pourra utiliser le nucléaire, et l'hydroélectricité évidemment, ou des centrales biomasse. Voilà. Alors, dès qu'on parle de nucléaire, on pense évidemment à la question de la sécurité, c'est la question absolument fondamentale. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, non pas du danger nucléaire, mais du risque, comme on sait, le risque, c'est le danger multiplié par l'exposition. Qu'est-ce qu'on peut dire du risque nucléaire et de la façon dont on le traite, dont on le gère chez nous? Alors, l'électricité nucléaire, elle est dangereuse, c'est-à-dire les matières nucléaires, la manipulation du nucléaire, c'est dangereux, mais on fait bien la différence, comme vous l'avez dit, entre le danger et le risque. Et pour diminuer le risque, on a des moyens de gestion pour faire en sorte que ces accidents n'arrivent pas. Donc il y a eu très peu d'accidents nucléaires dans le monde. Il y en a eu 3 grands. On en connaît 3. Ouais, voilà, il y a 3 Mile Island aux États-Unis, puis Tchernobyl en 86 et puis Fukushima en 2011. Donc ils ont été extrêmement médiatisés, donc tout le monde les connaît.
Mais en fait, il n'y en a eu que 3. Voilà. Donc en fait, et même s'il y a évidemment des discussions pour savoir combien il y a de victimes sur tel ou tel accident avec des rapports, etc. D'une manière générale, on peut dire, quand on cumule en fait les problèmes sanitaires posés par l'ensemble des énergies, que le nucléaire en fait est extrêmement performant. Le pire, c'est le charbon, puisque le charbon, il tue en fonctionnement normal. Je veux dire par là, c'est qu'il n'a pas besoin d'un accident pour tuer, puisqu'en fait, il pollue énormément l'air. C'est un risque certain. Voilà, et vous savez que la pollution de l'air est aujourd'hui le fléau numéro 1. Il y a eu un rapport qui est paru cette semaine avec plusieurs millions de morts par an. Voilà, alors que bon, si on discute pour savoir s'il y a eu 5000 morts à Tchernobyl ou 10 000 morts à Tchernobyl en 86, on n'est pas du tout dans les mêmes zones. En fait, moi j'assimile, je trouve qu'il y a une industrie qui ressemble beaucoup au nucléaire de ce point de vue-là, c'est l'industrie du transport aérien. C'est quand il y a un accident quelque part, bon, c'est extrêmement médiatisé, c'est très spectaculaire. Et les gens ont peur de monter en avion, hein, il y a des études là-dessus, et pourtant on sait bien que statistiquement, voilà, l'avion c'est le moyen le plus sûr de transport, c'est plus sûr de voyager en avion que de voyager en voiture, typiquement. Donc c'est un peu pareil, voilà, c'est assez simple. Alors, qu'est-ce qu'on a pour justement gérer le danger et diminuer le risque? On a tout un tas de moyens sur les centrales elles-mêmes. Pour ne pas avoir d'accident, donc des moyens redondants, etc. Si celui-là est défaillant, ben, il y a celui-là à la place. Et puis pour limiter les conséquences de l'accident, par exemple, les nouvelles centrales, les dernières générations de centrales, sont conçues pour que même s'il y a un accident nucléaire, une fusion du cœur, hein, qui serait le truc le pire qui pourrait arriver, il n'y ait pas de rejet à l'extérieur de l'unité. Voilà. Donc on a énormément travaillé là-dessus. Et puis elles sont extrêmement contrôlées. On a en France une autorité de sûreté qui est indépendante à la fois du gouvernement et des industriels, qui est très exigeante. Elle a une très forte réputation en France, mais aussi dans le monde. Et elle peut, si elle décide, bon, d'abord elle peut inspecter les centrales tout le temps, en prévenant ou sans prévenir. Et puis si elle trouve qu'il y a un problème sur une centrale nucléaire et qu'il y a un danger pour les populations, elle peut décider son arrêt du jour au lendemain. Voilà, et elle l'a fait, donc elle a montré qu'elle le fait, quelles que soient les conséquences pour les industriels. Justement, alors avant de parler des déchets, évidemment, on va y venir, mais il y a aujourd'hui un débat sur la fermeture de 12 réacteurs pour cause de défaillance dans les soudures. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce débat? Ils sont pas fermés, ils sont en contrôle. Voilà, donc en effet, à l'occasion d'un contrôle, en fait, tous les 10 ans, il y a des gros travaux sur les unités. Donc tous les 10 ans, on les arrête. Alors, il faut savoir qu'on arrête en général une centrale nucléaire, une unité, c'est arrêté tous les 12 mois ou 18 mois pour recharger le combustible nucléaire. Voilà, et pour faire quelques travaux de maintenance. Mais tous les 10 ans, on contrôle dans tous les sens. Quand je dis par là, en particulier, on fait des radios, comme chez le médecin, avec des technologies ultrasons, pour regarder l'état des tuyaux. Et donc sur une unité qui est relativement récente, hein, elle a 20 ans, donc c'est les unités les plus jeunes du parc, on a en effet vu un phénomène de corrosion, qu'on appelle la corrosion sous contrainte, qui est un phénomène extrêmement rare et qu'on n'avait jamais vu sur une unité nucléaire. Donc EDF a décidé de mettre à l'arrêt les 4 unités qui ont la même conception. Pour analyse, et a proposé, et ça a été accepté bien sûr par l'autorité de sûreté, de retourner sur tous les clichés qui avaient été pris sur toutes les unités pour regarder ce qu'on a loupé quelque chose sur un cliché. Et donc là actuellement il y a donc 12 unités qui sont en train d'être contrôlées, et pour pas trop gêner la production nucléaire, ils ont surtout décidé de contrôler des unités qui de toute façon auraient été en maintenance à cette période de l'année, soit parce que c'est leurs 10 ans, soit parce qu'ils étaient en rechargement. D'accord. Alors j'en viens à la question des déchets, qui est évidemment une autre question fondamentale qui pourrait nous occuper des heures, mais qu'est-ce qu'on peut dire rapidement, mais clairement, sur la façon dont on prend en charge les déchets, sur la nature de ces déchets, peut-être pour rassurer le spectateur. Alors moi je pense que, je vais vous surprendre un peu, je pense que la gestion des déchets par l'industrie nucléaire, c'est un atout de l'industrie nucléaire. Alors pourquoi? Alors c'est vrai qu'on parle des déchets depuis les années 70, l'industrie a fait énormément de progrès dans la gestion des déchets pour justement diminuer le risque. Alors d'abord il faut voir que c'est
très peu volumineux. Alors, l'ensemble des déchets produits par le français aujourd'hui tiennent sur 4 sites. Et si on regarde ceux qui sont vraiment emblématiques, parce que l'essentiel des déchets, en fait, ils sont plusieurs niveaux de déchets. Voilà, ils sont très peu radioactifs, en fait. Ils sont classés radioactifs parce qu'ils ont été sur un site nucléaire, mais en fait, ils sont presque à la radioactivité naturelle. Les déchets très emblématiques, c'est-à-dire ceux qui durent qui sont très radioactifs et qui durent très longtemps, ce qu'on appelle les hauts déchets à haute activité violente justement, c'est ceux qui sont issus des combustibles usés du parc nucléaire, c'est-à-dire des combustibles qui ont été en unité, en réacteur et qu'on a remplacés par des nouveaux combustibles. Donc on sait en fait dans notre usine de La Hague, et sincèrement on est les meilleurs du monde pour faire ça, on sait séparer ces matières et extraire ce qu'on appelle les déchets ultimes, c'est-à-dire 4% de ces matières qui sont, alors ça représente à peu près un dé à coudre par an par Français, et on les vitrifie. Et pour l'instant, elles sont entreposées toujours dans cette usine de La Hague, et c'est une grande pièce, hein, c'est plus petit qu'un terrain de foot. Voilà. Alors pourquoi je vous dis que c'est un grand atout? Parce que d'abord c'est très peu volumique, donc ça fait très peu de déchets. On sait où ils sont, parce qu'il y a un inventaire chaque année de l'ensemble des matières nucléaires, y compris dans les hôpitaux. On sait combien il y a des matières nucléaires qui sont utilisées chez les industriels, pour pas forcément grand-chose à voir avec l'industrie nucléaire, ou même dans les hôpitaux pour les procédures médicales. Donc on sait exactement où ils sont, et on sait les gérer pour qu'ils ne posent aucun de problème pour l'homme, ni pour l'ensemble de la biosphère. Il y a les animaux et les êtres vivants. Et pour moi, c'est un point vraiment essentiel. Pourquoi? C'est parce que le fléau aujourd'hui, on le sait, c'est les énergies fossiles, à la fois pour les émissions de gaz à effet de serre, et aussi pour les pollutions, les particules fines, tout ce qui pose des problèmes pour la santé. Donc aujourd'hui, on a ce dont on doit, je dirais, ce qu'on doit éliminer de notre appareil productif, c'est ces industries qui à la fois sont responsables du réchauffement climatique et qui jettent aussi des polluants dans l'air. Donc en fait, l'industrie nucléaire, ces déchets sont gérés, ils ne posent de problème à personne, alors qu'à côté, on a une industrie qui rejette ces déchets dans l'air qu'on respire. Alors on sait que le programme nucléaire a été décidé dans les années 70 en réaction au choc pétrolier, et avec quel succès, puisqu'il nous permet d'avoir l'énergie, l'électricité la moins carbonée en Europe. Et pourtant, depuis, ça n'a été qu'une suite de freinage, hein, l'abandon de Superphénix, l'absence de réinvestissement. Aujourd'hui, on semble avoir enfin compris tout l'intérêt et l'enjeu de ces filières, mais est-ce que les conditions pour un avenir de la filière sont réellement réunies? Quelle va être d'ailleurs la forme de cet avenir? Comment on peut voir l'évolution des choses? Alors, je pense qu'il y a deux sous-questions dans votre question. Il y a les capacités industrielles de la filière nucléaire, et puis la question aussi d'attitude d'opposants traditionnels au nucléaire. Donc sur la question de la filière industrielle, dans les années 70, on a lancé un programme. En fait, on est assez proche. Si on compare 1973 avec le choc pétrolier de la guerre du Kippour, je rappelle, le prix du pétrole avait été multiplié par 4 en 6 mois. Du choc. On n'y est pas tout à fait. Voilà, du choc qu'on est en train de vivre aujourd'hui. En fait, je crois qu'on est en train de revivre ce qu'on avait vécu dans les années 73. Et il faut savoir, ça paraît incroyable aujourd'hui, qu'en 73, 70% de l'électricité française était produite avec des énergies fossiles, en particulier le fioul. Quand il y a eu le choc de la guerre du Kippour, EDF était le premier consommateur français de fioul. C'est incroyable. Voilà. Incroyable ces usines, comme ça devait polluer. C'était incroyable. Donc, on a bâti un énorme programme industriel. Et je lisais dans un article de la presse récemment qu'on a été les champions même mondiaux de l'industrialisation de la construction de beaucoup de réacteurs, parce qu'on a quand même construit 58 réacteurs. Donc on savait bien faire à l'époque. On a complètement industrialisé le processus. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont quasiment tous identiques, enfin il y en a 300 différentes avec très peu de changements. Donc on les faisait en série. Les gens étaient formés, on avait des réservoirs de pièces détachées s'il y avait un problème sur l'un, on avait pioché sur l'autre. Mais on a vraiment industrialisé le process. Et puis ça s'est arrêté parce qu'on n'avait pas forcément besoin d'aller plus vite, on a peut-être été trop vite à l'époque. Et là, en fait, on a eu une sorte de trou. Et en fait, quand on ne construit pas, on perd ses équipes, on perd ses process industriels. Voilà, les gens en font autre chose. Voilà. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé de la réussite.
c'est un programme industriel dans la durée. Il y a d'autres industries qui le savent. Alors, je prends l'exemple de l'industrie de la défense. Ils construisent de manière continue. Ils ont des programmes à 20 ans, 30 ans pour être sûrs qu'ils ne perdent pas leurs équipes, qu'ils ont les usines bien organisées pour pouvoir donner les pièces dont ils ont besoin, etc. Voilà. Donc le PR de Flamanville, ça a été une unité isolée. Donc elle n'était pas du tout dans un programme industriel. À un moment où on n'avait pas construit depuis 15 ans, donc c'était plus les mêmes équipes. Et puis on n'en produisait qu'un, donc on n'avait pas de synergie avec le reste du programme. Vous voyez, si on regarde, actuellement il y a 2 EPR en construction en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, et le deuxième va 30% plus vite que le premier. Oui, voilà, ce qu'on appelle l'effet d'expérience. C'est exactement l'effet d'expérience, l'effet de série. Oui. En plus, ils sont sur le même site. Les équipes qui travaillent sur le deuxième, c'est les équipes qui viennent de faire le premier, donc ils vont plus vite faire la deuxième fois. C'est tout simplement ça. Donc ça, c'est la partie industrielle. Donc c'est essentiel pour nous, puisqu'on va devoir se remettre à construire, non pas parce qu'on veut plus de réacteurs, mais parce qu'il va falloir remplacer les réacteurs existants. Donc il faut prévoir ça maintenant. Oui. Et là, il va falloir, il ne faut pas lancer un réacteur, il faut lancer un programme. Donc EDF a proposé 6 réacteurs qui permettent déjà de remettre complètement la chaîne industrielle en route. Donc c'est ça qu'on attend comme décision. On va rentrer en débat public, bien sûr, sur ce sujet. Alors l'autre question que vous aviez aussi, c'était pourquoi les gens s'opposent au nucléaire, pourquoi on a eu toutes ces oppositions. Et ce qui est intéressant, je vous parlais de cette étude qui dit est-ce que vous pensez qu'on aura besoin de plus de nucléaire à l'avenir pour l'électricité? Donc là, les gens sont vraiment favorables. Et par contre, si on leur dit est-ce que vous êtes favorable au nucléaire, les réponses sont différentes. Parce qu'en fait, quand on pose la question est-ce que vous êtes favorable, les gens se posent plus la question du nucléaire par rapport à leurs valeurs. Et le nucléaire a un peu focalisé les oppositions parce qu'il est symbolique de plein de choses. Il est symbolique par exemple de l'État. Donc typiquement les milieux un peu anarchistes, l'autorité de l'État. Récemment, vous voyez, il y a eu cet été une manifestation à Bure. On entendait des trucs contre les violences policières, ça n'a juste rien à voir avec le projet. Ou même c'était une manifestation écoféministe. Bon, ça n'a juste rien à voir avec le sujet du nucléaire. Et ça focalise les contestations. Voilà, il y a une des leaders écologistes qui a dit je préfère les femmes qui jettent des sorts aux hommes qui construisent des EPR. Non, enfin bon, il y a des femmes aussi qui sont ingénieurs. Il y en a 210 en France, voilà, 200 000 en France. Voilà. Donc le nucléaire symbolise un certain nombre de choses. Un autre élément qu'il symbolise, c'est la croissance. Voilà, donc il y a un certain nombre de personnes qui défendent le fait qu'il faut réduire notre croissance pour faire face aux enjeux climatiques ou changer de société, et qui pensent que quand on a le nucléaire, on ne peut pas changer de société. Voilà, là encore, il y a une leader écologiste récemment qui a dit un jour où il fallait qu'on fasse l'économie d'électricité parce qu'on avait un problème. Elle a dit sur mon four, il y a une horloge qui fonctionne à l'électricité. Si on n'avait pas eu le nucléaire, on n'aurait pas d'horloge sur mon four électrique. Non, il y a des horloges sur tous les fours électriques dans le monde. On peut tout à fait même avoir une vision décroissante du monde et se dire que ce qu'on consomme, il vaut mieux que ce soit décarboné. Voilà, donc ça n'a pas de lien. Oui, c'est une critique paradoxale qui explique parfois que cette électricité est trop facile et trop, voilà, exactement. Trop bonne. Et donc ça nous empêche de changer de société. Voilà, donc bon, il y a aussi les mouvements anti-sciences. Alors on les a surtout, actuellement, ils se focalisent sur les vaccins. Oui. Mais pendant très longtemps, le nucléaire c'était Prométhée. C'était la science qui dépassait les possibilités de l'être humain, etc. Donc voilà, le nucléaire est souvent, et depuis les années 70, c'est un peu le candidat idéal pour ça, il peut être associé à plein de choses sur lesquelles il y a des mouvements qui n'aiment pas, ou je dirais un peu chacun d'entre nous, on a tous un petit peu ses courants en soi, ses valeurs en soi, mélangées avec plus ou moins de force. Et donc, souvent, moi, je suis dans des débats, parce que je débat beaucoup sur le nucléaire, où ce qu'on m'oppose n'a rien à voir avec le nucléaire. Alors, si on parle des déchets, de la sûreté, je peux comprendre, ou du coup, du nucléaire, je peux comprendre ces débats qui sont tout à fait légitimes.
Mais la semaine dernière, par exemple, j'étais à Zébar, on m'a dit ben non, parce que ça, justement, on n'aura pas à faire d'efforts si on a le nucléaire. Non, voilà. Oui, c'est effectivement toujours un peu étonnant. Ça y est, le gouvernement paraît avoir fait, enfin, le président, parce qu'on n'a pas encore de gouvernement à l'heure où on enregistre, mais avoir fait sa mue en faveur du nucléaire. Ils ont annoncé, pas vraiment annoncé ou décidé, mais en tout cas, on va construire des nouveaux EPR. EPR qui fonctionnent déjà pour certains en Chine, si je ne me trompe pas. En Chine, et ça a bien démarré aussi en Finlande. En Finlande, voilà. Le Finlandais il y a toujours un peu de retard. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le futur des technologies et des développements? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de développement. On pourra peut-être parler des réacteurs à sel fondu, si je ne me trompe pas. Et deux, de la quantité de production à avoir pour arriver à relever nos défis. Parce que là encore, je crois que le GIEC fait des prédictions d'augmentation de la demande absolument énorme. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on devrait mettre en œuvre tout de suite pour être sûr d'avoir dans 10 ans l'électricité décarbonée dont on a besoin? Oui, alors les prévisions de consommation d'électricité sont très importantes. D'abord parce qu'il y a beaucoup de pays il y a encore des gens qui n'ont pas d'électricité dans le monde, plusieurs centaines de millions, donc on espère quand même que d'ici 2050 ils auront accès à l'électricité. Et puis il y a des pays aussi qui vont rattraper en termes de niveau de vie les pays développés. Et même les pays développés vont augmenter leur consommation d'électricité. Alors ça c'est un grand paradoxe. Oui, comment expliquer ça? Pour diminuer sa consommation d'énergie, on augmente la consommation d'électricité. Ça, c'est pas intuitif. On remplace d'autres énergies par de l'électricité. Voilà, exactement. Et globalement, le bilan, en fait, ça vient du moteur thermique, en fait, qui n'est pas efficace du tout. Donc, quand on utilise des moteurs électriques, quand ça devient plus efficace, c'est moins d'énergie et plus d'électricité. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, en effet, il y a eu des scénarios très bien faits. Il y a eu tout un débat autour de scénarios où est-ce qu'on pouvait ne pas renouveler le parc nucléaire ou le renouveler avec différents niveaux. Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir que les scénarios où il y a un renouvellement du parc nucléaire sont moins chers et moins incertains. Alors, moins cher pourquoi? Alors, c'est pas forcément que le nucléaire est moins cher que les renouvelables, en fait, ça se vaut. C'est surtout qu'on va investir moins dans le réseau électrique, puisque c'est moins décentralisé, donc moins diffus. Voilà, donc c'est moins diffus, donc il y a moins d'investissement sur le réseau électrique. Et puis aussi, on a moins besoin d'investissement sur des technologies de stockage d'électricité. On disait qu'on doit toujours équilibrer, et si on n'a pas suffisamment de ces fameuses sources pilotables, on doit mettre du stockage. Et la géothermie, par exemple, des choses comme ça, non? Alors non, alors c'est aujourd'hui, ça peut être des méga batteries, ça peut être là dans les scénarios qui ont été étudiés en France, c'est des centrales à hydrogène. Donc, voilà. D'accord, stockage. Donc c'est des technologies qui n'existent pas forcément aujourd'hui, donc elles sont incertaines. Elles sont chères et incertaines. Voilà. Donc c'est plus sûr pour nous, même si on développe beaucoup les renouvelables, d'avoir un socle nucléaire. Alors maintenant, on peut débattre de sa taille, mais à vrai dire, on n'en sait rien, soyons clairs, parce qu'on ne sait pas quels seront les prix des différentes technologies en 2050. Voilà. On n'a pas su prédire le choc gazier, donc c'est un peu difficile pour nous de faire des prospectives. Disons que la bonne stratégie, de notre point de vue, c'est de faire des trajectoires robustes. C'est-à-dire que si on a des chocs énergétiques, des choses qu'on n'a pas prévues, on sait qu'on peut assurer la fourniture d'électricité. Le nucléaire est un très bon outil pour ça. Alors, comme vous le dites, il y a plusieurs générations de réacteurs, à la fois parce qu'il y a plusieurs besoins qui sont très différents, d'un pays à l'autre, mais même en France, et puis il y a différentes temporalités. Alors, le truc le plus urgent, c'est d'assurer la sécurité d'approvisionnement électrique et donc de pouvoir remplacer les unités du parc actuel qui vont arriver à 60 ans à la fin des années 60. Ça, c'est les 6 EPR. En gros. Donc ça, c'est les 6 EPR qui vont amorcer, je dirais, une capacité industrielle, même à construire plus. En fait, le président a annoncé 6 plus des études pour 8, donc ça ferait 14. Mais si ça se trouve, on va avoir besoin de plus, parce qu'on se rendra compte que soit la consommation d'électricité est plus importante, soit nos voisins ont des difficultés et ils ont besoin de nous, soit parce que l'Allemagne, par exemple. Exactement, ou la Suisse, soit il y a d'autres technologies qu'on attendait mais elles sont pas là, voilà.
Chacun a ses défis industriels, hein, ça c'est clair. Nous, il faut qu'on construise vite et bien et pas cher, mais tout le monde a ses défis. Donc ce premier enjeu, c'est la sécurité d'approvisionnement électrique, c'est les EPR. Le deuxième enjeu, ça va être la question de la fourniture d'hydrogène et de chaleur. Parce qu'on se rend compte qu'on ne pourra pas tout électrifier et qu'aujourd'hui on utilise énormément d'énergie fossile dans l'industrie. Et aussi dans les transports lourds, les camions. Et ça pourra difficilement être électrifié. Donc on aura besoin d'hydrogène décarboné, d'hydrogène bas carbone, de production d'hydrogène. Et pour faire de l'hydrogène, il faut beaucoup d'électricité. Oui, parce qu'il y a des déperditions en plus. Hein, et on aura besoin de chaleur. Ouais. Et en fait, de chaleur, par exemple pour le chauffage, parce qu'on va pouvoir utiliser le gaz ni le fioul pour le chauffage. On aura besoin de chaleur industrielle à des hautes températures. Et le nucléaire peut faire de l'hydrogène de manière très efficace et peut faire aussi de la chaleur de manière très efficace, parce que c'est une machine à vapeur, donc la vapeur. Voilà. Donc pour ça, on pense pas mal aux petits réacteurs. Donc il y a un projet qui est mené actuellement par un consortium industriel français, où il y a Technip, Atome, CEA, EDF, Naval Group, voilà, pour construire des petits réacteurs qui seront plutôt destinés à faire des écosystèmes territoriaux et qui sont aussi destinés à un marché export, parce que dans le monde, il y a plusieurs milliers de centrales à charbon qu'il va falloir remplacer. Et ça, ce sont des petits réacteurs qui sont spécialement faits pour remplacer les centrales à charbon. Quand on dit petit, c'est quelle taille par rapport les réacteurs nucléaires, on dit que les petits réacteurs nucléaires, c'est ceux qui font moins de 300 MW. Donc pour vous donner une idée, le réacteur Fessenheim par exemple, c'était des réacteurs de 900 MW. Le PR c'est le double à peu près. Donc c'est 3 fois plus petit. Voilà, c'est environ le tiers. C'est petit, mais ça reste une belle capacité. Voilà. Et puis, mais c'est la même technologie que les réacteurs d'aujourd'hui. Ils sont intéressants parce qu'ils sont enterrés, donc d'un point de vue sûreté, il y a pas mal d'innovations. Mais c'est les mêmes types de réacteurs d'aujourd'hui, sauf qu'ils sont plus petits. Et puis après, il y a carrément ce qu'on appelle des technologies de rupture, c'est-à-dire des choses ultra innovantes, avec des combustibles un peu différents, des technologies un peu différentes. Donc vous avez parlé des sels fondus. Les sels fondus, c'est très intéressant parce que dans les sels fondus, on pourrait recycler ou détruire plus de déchets. Mais vous en avez d'autres technologies qui vont permettre, par exemple, d'utiliser moins de matière. Donc c'est intéressant. Donc tous ces réacteurs, il y a toute une effervescence, il y a plein de start-up. Et dans le programme France 2030, donc il y a 1 milliard pour l'innovation nucléaire, donc 500 millions pour le premier petit réacteur dont je vous ai parlé, et puis 500 millions pour faire un peu des appels à projets pour des start-up qui ont des projets de réacteurs complètement innovants. Donc certains peuvent ne faire d'ailleurs que de la chaleur, par exemple que de la chaleur industrielle, et certains peuvent être tout petits. Voilà. Aujourd'hui, en fait, il y a des projets incroyables, il y a des projets de réacteurs nucléaires dans l'espace. Actuellement, les rovers sur Mars, c'est des petits, c'est du nucléaire qui les alimente en électricité. Il y a des projets sur des bateaux. Voilà. Il y a des projets pour faire des sortes de petits générateurs diesel d'urgence s'il y a une catastrophe quelque part, qui sont dédiés pour faire de la chaleur industrielle. Voilà. Il y a une innovation incroyable dans le monde. Il y a vraiment énormément, une cinquantaine de projets dans le monde, énormément aux États-Unis, mais aussi en Chine. Et c'est important pour la France et pour l'Europe de manière générale d'être présent sur ces technologies-là. Alors la question traditionnelle finale chez Sapiens Sapiens, c'est une question personnelle. Comment vous avez eu cette vocation, comment vous avez choisi ce secteur bien particulier de l'énergie nucléaire? Alors je vais vous raconter mon histoire personnelle. Donc moi je suis tombée dans le nucléaire en 2009. Avant j'étais dans le numérique et les télécoms. Et quand j'étais dans les télécoms, j'ai beaucoup travaillé en Afrique et je me suis dit, l'électricité... c'est quand même très important, parce que le frein au développement des télécoms en Afrique, c'était même pas l'argent, parce qu'il y avait plein d'argent, paradoxalement c'était très rentable, mais il n'y avait pas d'électricité pour étendre le réseau télécom. C'était vraiment un paradoxe. Et donc 2009, c'est l'année de Copenhague, du sommet de Copenhague. Je me suis dit, le climat, c'est vraiment important. Et puis c'était important pour moi de travailler pour une entreprise française qui crée des emplois en France.
Voilà, donc j'ai eu 7 ans d'Areva, donc j'ai rejoint Areva à ce moment-là. Je dirais aujourd'hui, ce qui me passionne dans le nucléaire, c'est que j'apprends tous les jours. Il y a des dimensions techniques qui sont passionnantes, puisque je suis ingénieur de formation. Il y a une dimension économique qui est très intéressante, il y a une dimension politique qui est intéressante, je dirais même aujourd'hui géopolitique. Donc c'est une industrie absolument passionnante, où il se passe toujours quelque chose et où les possibilités sont énormes. En fait, c'est une industrie qui est au début de son histoire, ça fait que 50 ans, 60 ans qu'on fait du nucléaire. Donc il y a un avenir énorme, un potentiel d'innovation énorme. On n'a même pas encore parlé de la fusion nucléaire. Exactement, qui vient après, dans l'avenir. En tout cas, merci beaucoup Valérie Folon, vous nous avez communiqué votre enthousiasme pour le nucléaire. J'espère qu'on aura tous été réceptifs. Merci. J'aime beaucoup parler du nucléaire. C'est super, c'est un sujet passionnant. Merci. Merci.